Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour vous présenter les premiers résultats de ma thèse. Donc, je suis en deuxième année de doctorat. C'est une thèse CIFRE que je réalise au sein de l'INET, l'Institut national des équidés de travail. Je travaille également avec Philippe Boud, qui est sociologue de l'environnement au laboratoire réseau Rennes, et avec Mohamed Gafsi, qui est professeur en sciences de gestion au sein du laboratoire LIST. Je profite également de cette communication pour remercier mes financeurs, donc la NRT, le Fonds EPRON et également le conseil scientifique de l'IFCE. Et je remercie également l'IFCE de me permettre de présenter mes résultats. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la traction animale agricole en France au XXIe siècle. C'est un vaste sujet. Je vais essayer de la caractériser, de vous présenter les motivations de ces utilisateurs et les types de fermes que l'on peut retrouver sur le terrain. Donc ma présentation va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous contextualiser rapidement mon étude et son intérêt. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter une revue bibliographique que j'ai réalisée et une analyse de presse afin de comprendre comment la traction animale est perçue aujourd'hui en France. Et enfin, je vous présenterai les motivations des utilisateurs à pratiquer la traction animale et la typologie des fermes qui l'utilisent. Donc, moi, je travaille sur la traction animale agricole en France. Donc, par traction animale, j'entends également donc, des tractions avec des chevaux, mais aussi des ânes, potentiellement des bœufs. Et donc, uniquement, par contre, sur des structures professionnelles agricoles. Donc, un peu de contexte, un petit retour en arrière. On a assisté à un brusque déclin dans l'utilisation des équidés suite à la modernisation de l'après-guerre. Je vous ai mis une petite photo des années 20. On voit 30 chevaux qui moissonnent, donc c'est une image qu'on voit plus trop aujourd'hui. En fait, on a sur le graphique d'à côté, on voit la diminution drastique du nombre de chevaux de manière générale et donc de chevaux de trait a fortiori, suite à de nombreuses politiques de modernisation de l'agriculture, portées notamment dans les années 60 par les lois d'orientation agricole, sous le ministre de l'Agriculture Edgar Pisani. Et suite à cette modernisation, on a assisté à la fin de la civilisation du cheval, donc ce qui a été théorisé par Lisée, et dans son sillage, la fin des sociétés paysannes, ces sociétés paysannes étant fortement liées à la présence des équidés. En parallèle, on a eu le développement du complexe agro-industriel et de la modernisation et de la motorisation des fermes, et donc de leur modernisation. Je vous ai parlé d'Edgar Pisani avant. En 2004, Edgar Pisani a déclaré, donc, après avoir effectué ses lois d'orientation agricole, « J'ai été productiviste hier, aujourd'hui le futur m'inspire plus d'inquiétude que d'espoir ». Donc, dans le sillage de cette citation d'Edgar Pisani, aujourd'hui, on a de nombreuses injonctions à effectuer des transitions agroécologiques, mais également énergétiques. Dans ce contexte, on a un regain d'intérêt pour la pratique de la traction animale, pas uniquement agricole. Je vous ai mis d'autres photos pour illustrer les différentes utilisations qu'on retrouve en France, donc en agriculture, également en débardage ou dans les collectivités territoriales. Et donc, on peut se demander, ce regain d'intérêt pour la pratique, si on va aller vers un cheval citoyen, c'est-à-dire un cheval qui aurait plus de place dans la société, qui participerait à plus de tâches, et tout ceci dans une filière en reconstruction. Donc en reconstruction à la fois avec l'émergence de nouveaux mouvements, mais également reconstruction politique, donc avec notamment la fin de la structuration que l'on connaissait dans les RA nationaux, et donc l'émergence de nouvelles associations et de nouvelles structures. Donc moi je vais surtout vous présenter des résultats que j'ai eus. Donc je vais vous présenter tout d'abord une revue, une analyse de presse afin d'essayer de comprendre en fait comment la traction animale elle est perçue et comment elle est approchée, à la fois par la recherche mais également par la presse généraliste. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de travailler également sur la presse généraliste. Donc, tout d'abord par la recherche. J'ai choisi d'effectuer une recherche bibliographique sous 2 bases de données, Scopus et Web of Science, une revue systématique sur la traction animale agricole avec une recherche mondiale dans un premier temps pour essayer de voir comment la traction animale était appréhendée
dans le monde. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est une pratique qui est largement étudiée dans des pays qu'on peut dire en développement, les pays du Sud, donc Afrique, Asie, Amérique latine, mais qui est très peu approchée dans nos pays plutôt développés, donc à agriculture majoritairement motorisée, en Europe et aux États-Unis. Alors, bon, il y a des limites, bien sûr, puisque je me suis basé que sur 2 bases de données, mais on peut voir quand même la sous-représentation de nos pays dans cette étude. Les thématiques qui sont étudiées sur l'attraction animale sont principalement des thématiques technico-économiques, donc la pédologie, l'économie et l'énergie. Donc c'est une pratique qui est peu étudiée et en ce sens on peut se demander si c'est un trou noir de la recherche. Donc ça a été théorisé par le sociologue Van der Ploeg. Un trou noir de la recherche, c'est un pan de la recherche qui n'est pas ou peu étudié du fait de son caractère trop alternatif ou marginal et donc qui suscite peu d'intérêt. Moi, ça a quand même suscité mon intérêt et je me suis demandé comment, en fait, si on n'arrivait pas à comprendre ce qu'était l'attraction animale à travers la recherche, comment est-ce qu'elle était perçue à travers la presse généraliste. Donc, pour ça, j'ai étudié plus de 1200 articles de presse généraliste entre 2014 et 2021 en France, donc qui traitaient de traction animale agricole. J'ai mobilisé la lexicométrie et un outil statistique qui s'appelle Cortex Manager, qui permet en fait de réaliser des co-occurrences de mots et donc de dégager des pôles. Donc ce que je vais vous montrer après, en fait, c'est les pôles de mots qui sortent de mon corpus d'articles, ce qui permet de dégager des caractéristiques principales. Donc ces caractéristiques principales, c'est bien les caractéristiques de comment la pratique est perçue par la presse et donc a fortiori par le grand public, et non pas ces caractéristiques forcément intrinsèques. Donc l'attraction animale, ce qu'on peut voir dans ces pôles, c'est qu'elle est perçue comme une agriculture alternative. Donc je vous ai mis une grosse patate d'agriculture alternative où on retrouve des pôles autour de l'agriculture durable, des enjeux sociétaux, des outils, des réseaux et des ouvertures. Mais que cette agriculture alternative, elle a une spécificité. Cette spécificité, c'est l'animal, donc le cheval et l'âne principalement. Et donc cette présence de l'animal, elle va venir créer une identité propre et forte à cette pratique. Cette pratique, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au final, 1200 articles en 7 ans, c'est peu, et donc elle demeure marginale. Et elle est classée, elle est traitée pour ce qu'on appelle son caractère insolite de proximité. Donc, c'est-à-dire, c'est le petit maraîcher du coin qui s'installe et qui vend quelques légumes sur le marché. Donc, elle est très peu crédible, en fait, aux yeux du grand public. Et de plus, l'attraction animale est fréquemment renvoyée au tracteur et lui est souvent comparée et donc peine à exister par elle-même. Donc maintenant, je vais vous présenter plus précisément pourquoi est-ce que des personnes se tournent vers l'attraction animale, vers une pratique qui paraît donc passée, et dans quel type de cadre, dans quel type de structure. Pour cela, je vais vous présenter les résultats d'une enquête que j'ai réalisée auprès de 34 agriculteurs de toute la France. Donc j'ai réalisé des entretiens semi-directifs et des observations participantes. Je me suis posé 4 questions un peu basiques. Qui sont ces utilisateurs? Pourquoi est-ce qu'ils mobilisent l'attraction animale? Comment est-ce qu'ils la mobilisent? Et quelles sont les caractéristiques des fermes? Donc je vais vous présenter ces premiers résultats. Donc déjà, d'où viennent-ils? Donc, on a un niveau de formation initiale de ces utilisateurs qui est particulièrement élevé puisque plus de 80% ont effectué à minima un bac plus 2, alors que dans le milieu agricole, en moyenne, on tourne plutôt autour de 25%. L'agriculture, c'est une reconversion dans la majorité des cas et on assiste à des installations hors cadre familial. Donc les utilisateurs sont plus diplômés que la moyenne nationale et ils se sont majoritairement formés avant leur installation ou au départ de leur installation, soit en traction animale, soit en agriculture, avant de s'installer. Donc ça nous fait penser en fait au mouvement de retour à la terre des années 80 et plus récemment au mouvement de néo-paysannerie et notamment de repaysanisation, donc c'est-à-dire une augmentation du nombre de paysans en installation. Ces utilisateurs s'installent majoritairement donc en viticulture ou en maraîchage. On a quelques installations dans les grandes cultures, en pépinière ou en horticulture. Ils mobilisent majoritairement des chevaux et des ânes, et on retrouve très peu de bœufs ou d'autres animaux. Donc pourquoi est-ce qu'ils s'installent? Je vais vous présenter un peu le cadre d'analyse que j'ai utilisé pour les motivations. C'est un cadre qui est issu de la psychologie des comportements humains et c'est la théorie de l'autodétermination. Donc la motivation, je vous ai mis une petite définition, c'est en gros une force intra-individuelle
qui permet d'expliquer la direction, le déclenchement, la persistance ou l'intensité d'un comportement ou d'une action. Donc ici, l'action, c'est mobiliser l'attraction animale sur sa ferme. Et moi, je me suis intéressé au déclenchement, ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est que cette théorie elle décompose les motivations en trois catégories. Donc les motivations plus externes, qui sont des choix contrôlés, donc là ça va plus être des choses qui vont être imposées. Les motivations identifiées, donc là ça va plutôt être quelque chose qu'on identifie et donc on veut résoudre un problème, donc c'est par exemple résoudre un problème de sol sur sa ferme. Et les motivations intrinsèques, donc ça va plutôt être des choses très personnelles, donc par exemple le goût ou la passion qu'on peut être évoqué précédemment. Donc moi sur mes enquêtes, ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai donc classé ces motivations en fonction de ce cadre. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'on retrouve les motivations dans uniquement deux catégories, des motivations donc, de type identifié et des motivations de type intrinsèque. Les motivations qui ressortent le plus sont la passion pour les équidés, l'autonomie énergétique, le rejet du tracteur et le choix politique. Ce que ça nous apprend, en fait, c'est que c'est des motivations autonomes. Et les motivations autonomes, ce que nous montre la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elles conduisent à des stratégies plus pérennes sur les fermes. Globalement, c'est des rationalités qu'on pourrait dire en valeur et des rationalités non instrumentales. Donc voilà pourquoi est-ce que les utilisateurs de la traction animale s'installent en traction animale. Maintenant, on va passer à la caractérisation des fermes. Donc je vous ai mis un peu une représentation, comment je représente le système de la ferme. Donc c'est issu de deux cadres d'analyse, donc de l'agronomie systémique et de la gestion stratégique. Donc une ferme peut être représentée dans sa gestion stratégique par des interactions entre un environnement, donc ce qui gravite autour de la ferme et l'influence, un sous-système opérationnel, donc la situation, c'est-à-dire l'état actuel de la ferme, la patate du bas, un sous-système de décision, donc ça c'est les buts et les aspirations des utilisateurs, et enfin tout ça va conduire à des choix stratégiques. Donc nous on a décomposé en fait ce sous-système pour créer une classification, et on va s'intéresser plus particulièrement aux buts, aux situations et aux choix stratégiques. Donc les situations, c'est-à-dire le type de structure qu'on a identifié. Donc on a identifié trois types de structures qui mobilisent l'attraction animale. On a identifié donc les grands domaines, donc qui sont des structures majoritairement viticoles, mobilisant une main-d'œuvre conséquente avec beaucoup d'UTH, un chiffre d'affaires relativement important et une surface où l'attraction animale est mobilisée relativement faible. On a identifié des petits domaines, donc eux sont principalement viticoles, des structures plus moyennes, avec des UTH compris entre 3 et 10 personnes, où l'attraction animale va être mobilisée sur la totalité de la surface. Et on a identifié des petites fermes diversifiées, où là, on est vraiment sur des petites structures, voire des micro-fermes, peu d'UTH, des UTH principalement familiaux, et une surface de traction animale variable, pouvant aller de quelques arts à la totalité de la surface. Alors, on a des aspirations et des buts qui sont différents en fonction des enquêtés. On a nommé l'équicentré, c'est-à-dire une personne qui va avoir des aspirations pour la poursuite de sa ferme avec un lien à l'animal qui est primordial. L'animal est au centre de la stratégie de la ferme. Il va rechercher plutôt une autonomie financière et un faible endettement. On a le militant existentiel, donc, qui fait référence à une personne où il va y avoir plutôt un projet politique qui va être très important, la transmission des savoirs et peu d'endettement. Une personne qui va rejeter souvent le modèle conventionnel. Et enfin, des aspirations plus instrumentales. Donc là, on va plutôt être sur des rationalités instrumentales, des objectifs technico-économiques, de performance. Et tout ça conduit en fait à 4 types de stratégies qu'on a observées sur le terrain de traction animale. Donc on a une stratégie qui est l'arrêt. Donc je pense que je n'ai pas besoin de détailler. Une stratégie qui est l'attraction animale souple. Donc là, on a une régie externe, donc c'est-à-dire faire appel à des prestataires. Une traction animale qui est peu importante, qui est labile, qui n'est pas forcément utilisée tous les ans, et l'arrêt est possible. On a souvent des motorisations à côté. On a la traction animale qui est ancrée centrale, donc c'est-à-dire une traction animale qui va être internalisée avec la présence des équidés sur la ferme, une impossibilité d'imaginer la ferme sans traction animale et une diversification forte. Et la traction animale en tant que pratique agroécologique, donc là c'est que la traction animale est pensée au sein d'un tout et s'insère comme une pratique agroécologique dans la ferme. Elle est importante, mais au même titre que d'autres pratiques. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la traction animale, c'est une pratique marginale qui est perçue comme folklorique. Elle est peu étudiée. Ces utilisateurs partent d'un rejet de la modernité à une quête de sens. Ce sont des néo-paysans dans les champs.
Il y a une coproduction entre l'homme et l'équidé qui s'inscrit dans une repaysanisation, c'est-à-dire une augmentation du nombre de paysans, tant de manière quantitative que qualitative. Les paysans en traction animale montrent une identité professionnelle forte, construite autour de cet animal. On a une hétérogénéité des structures, des aspirations et des stratégies. Pour conclure, la traction animale s'inscrit pleinement dans une redéfinition des systèmes alimentaires au sein d'une repaysanisation, s'inscrivant dans une transition agroécologique forte. Bien que confidentielle, cette pratique vient questionner l'identité agricole, le rapport au travail, à l'animal et propose une modernité alternative basée sur une écologisation du monde. Je vous mets quelques références que j'ai utilisées. Et pour aller plus loin, je vais citer juste 4 sources. Le site de Promata, le site d'Hypothèse, le site Énergie Cheval et la médiathèque de l'IFCE. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.